Donc effectivement, pourquoi l'État s'est intéressé à la déclaration sociale nominative? Donc l'idée de la déclaration sociale nominative date d'à peu près 2008. Elle vient des membres du JIP-MDS qui tous réunis au sein de Net Entreprise, où ils proposent un bouquet de services, se sont rendus compte que finalement ils avaient fait une porte d'entrée commune, mais que derrière cette porte d'entrée commune, il y avait encore autant d'appartements qu'il y avait de déclarations. Donc on demandait plusieurs fois les mêmes données, sous des formes un peu différentes, avec des normes différentes, avec des rythmes différents, etc. Et il y avait donc eu un projet proposé à l'État qui était de tout remplacer par une seule déclaration. À l'époque, le sujet avait fait peur à pas mal de personnes. Parce que envisager de passer d'un monde où il y a plein de déclarations à un monde avec une seule déclaration en Big Bang, ça faisait un peu reculer les acteurs qui se disaient c'est pas possible. Il y a eu tout un travail de fait, notamment une mission IGAS-IGF qui a regardé le sujet et qui a dit c'est une bonne idée, la DSN, et pour que ça marche, il faut la faire de manière progressive et il faut nécessairement qu'elle s'accompagne d'un travail de fond sur la normalisation des données. L'État, à l'époque, a déclenché des assises de la simplification et a recueilli un peu toutes les idées qui étaient sur la table. Et donc la DSN était une idée sur la table, avec en plus IGAS-IGF qui avait donné ses orientations, et s'en est emparé, il s'en est donc emparé à l'époque, pour le mettre dans la loi Warsmann, la loi de mars 2012, qui donc porte ce projet, ce démarrage du projet, parce qu'à l'époque c'était encore un projet, en disant on va faire en deux temps. On va faire en 2013 une phase de volontariat et il y aura la généralisation en 2016. Et comme ça, progressivement, on va installer réellement cette simplification. Voilà la position de l'État général. Et le gouvernement suivant a repris l'idée et la porte de manière très forte. D'ailleurs, François Hollande, qui était à Toulouse en janvier sur les simplifications, a mis en exergue tout l'intérêt de la DSN après avoir entendu les premières entreprises qui sont à ce jour démarrées dans le système et qui apprécient réellement cette simplification. Donc concrètement, qu'est-ce que la DSN va changer pour les entreprises? Donc tout dépend de la taille de l'entreprise. Pour les entreprises qui sont d'une taille importante, mettons au-delà de 150 à 200 personnes par exemple, souvent à ce stade on a une spécialisation d'acteurs, certains font la paie, d'autres font les déclarations. Donc on voit bien que la DSN, dans la mesure où on va s'appuyer ensuite sur les données mensuelles de la paie pour faire toutes les déclarations, réconcilie en quelque sorte la production des deux éléments. À partir du même logiciel de paie, on va avoir deux sous-produits, le bulletin de paie d'une part, la DSN d'autre part, qui va permettre de couvrir toutes les déclarations. Donc si à ce jour, on a des rectifications à opérer dans chacune des déclarations, c'est-à-dire par exemple sur la DATSU, une fois par an, on va aller corriger des lignes nominatives sans les corriger en paie. Par exemple, dans les IJ, on va aller forcer certaines zones parce qu'on n'a pas l'information en paie. Eh bien, ça veut dire, si on veut que ça fonctionne bien avec la DSN, que ces informations, demain, elles devront être portées en paie. C'est-à-dire que le gestionnaire va devoir effectivement s'assurer que quand il a fait sa paie, les éléments de référence sont bien présents avec les dates qui sont nécessaires. Parce qu'on se rend compte, par exemple, sur les entreprises, c'est les premières entreprises qui ont démarré, que très souvent, en paie, on se contente d'une gestion de date très approximative. On a en général la période du 1er au 30 ou 31 du mois, même si la personne est sortie le 15 du mois de l'entreprise. En DSN, puisque ça sert aux déclarations, on voit bien qu'il n'est pas concevable d'avoir un paiement qui ne soit pas de type rappel à un salarié après sa fin de contrat de travail. Donc il faut d'emblée dans la paie que les dates soient correctement gérées à la source. Et ça passe aussi par les logiciels de paie d'ailleurs, qui vont mettre un certain nombre de contrôles pour garantir qu'au fil de l'eau, en quelque sorte, les éléments qui sont gérés en paie sont cohérents par rapport à ce qu'on attend dans les déclarations. Donc pour les grosses entreprises, souvent en fait la séparation veut dire qu'il y a plusieurs acteurs qui s'occupent de choses différentes, donc il va falloir penser un peu quelle organisation on met en place dans le cadre de la DSN. Est-ce que c'est le gestionnaire de paie qui porte les contrôles? Est-ce qu'il y a un binôme en quelque sorte entre un responsable de la qualité et le gestionnaire de paie? Enfin, tout ça, ça doit s'analyser. Pour les entreprises de plus petite taille, et particulièrement quand elles ont un logiciel qui est un logiciel relativement industrialisé, ça ne va pas changer énormément si déjà
Aujourd'hui, elles gèrent leur paie au fil de l'eau. C'est-à-dire si au mois le mois, elles s'assurent que les éléments sont là, sont cohérents. Dans ce cas-là, elles vont ajouter donc la transmission du fichier mensuel par rapport à ce qu'elles font déjà. Et derrière, par contre, elles vont avoir un bénéfice important puisqu'elles n'auront plus à ressaisir en cas d'absence maladie ou de fin de contrat de travail les 3 ou les 12 mois de salaire précédents puisqu'on les aura et elles auront juste à signaler les éléments. On ira ramasser les données qui vont bien. Ceci dit, il y a certaines entreprises, on le sait, qui ne gèrent pas forcément la paie de cette manière-là à ce jour. Donc il faut qu'elles fassent un peu un diagnostic de finalement leur qualité de données. Les problèmes qui sont rencontrés dans les entreprises sont toujours un peu similaires. La gestion des dates que j'évoquais, la gestion de certains montants qui ne sont pas forcément ventilés suivant les dates. Sachant qu'il y a des règles par défaut qui sont de toute façon prises dans les procédures actuelles qu'il faut conduire simplement en DSN, mais il faut les implémenter. Et puis la gestion des nomenclatures, on ne met pas toujours à jour les nomenclatures dans le logiciel de paie. Alors une fois par an, dans la date dessus, on va forcer un certain nombre de zones. Si c'est une fois par mois, ça ne va pas être intéressant à faire. Donc il vaut mieux le faire une bonne fois pour toutes dans la paie. Donc ça, c'est pour les petites entreprises. Voilà. Alors il y a un point aussi qu'il faut souligner, c'est sur l'identification des salariés. Ça aussi, ça va changer en fait la nécessité de s'assurer que le salarié que l'on embauche a bien un NIR. Donc on va apporter des outils complémentaires, enfin un numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale s'appelle aussi NIR, NIR, numéro d'inscription au répertoire. Donc aujourd'hui, le système est assez permissif, parce que si un salarié ne connaît pas son numéro de sécurité sociale, l'entreprise le paye bien sûr, et puis si la CPAM a besoin d'un numéro, elle invente un numéro qu'elle donne à l'entreprise ou pas, et l'entreprise gère un NIR en 777, enfin quelque chose qui n'est pas normé. Bon. Demain, avec la DSN, on voit bien que la même déclaration va appuyer les cotisations et les droits des salariés. Donc, il faut qu'on puisse accrocher les montants de salaire à un salarié sans ambiguïté. Donc, c'est le numéro de sécurité sociale qui a été retenu. Si le salarié n'a pas un vrai numéro de sécurité sociale, il faut qu'il fasse la démarche auprès de sa CPAM et qu'il la fasse rapidement pour récupérer ces éléments-là s'il veut pouvoir bénéficier de ses droits. Donc on va apporter un certain nombre d'outils à l'entreprise pour l'aider. En retour des déclarations préalables à l'embauche, elle aura désormais un bilan d'identification du salarié qui lui permettra de savoir s'il est bien identifié ou pas, sinon de le pousser à faire ses démarches. Chaque mois, dans la DSN, on signalera les écarts. Ceux qu'on a pu redresser, donc il suffira à l'entreprise de saisir dans sa paie les éléments d'information qu'on lui aura donnés, parce que dans le répertoire, ce sont les vraies informations. Il pouvait y avoir un écart sur un prénom ou autre que l'entreprise pourra rectifier. Soit effectivement, si le NIR n'est pas connu, il y aura une petite procédure d'attente, mais qui sera vraiment réduite dans le temps. Donc c'est important, ce point est un point important également de l'attention à apporter auprès des éléments des salariés. Sachant qu'au global, grâce à la DSN, finalement, ce qui va beaucoup changer aussi pour les entreprises, c'est la sécurisation des process. C'est-à-dire à ce jour, en fait, on fait une paie, après on fait des déclarations, et puis un jour il y a un contrôle URSSAF, et puis de tout remettre ensemble, c'est très difficile, il faut aller à la pêche, à droite, à gauche, il faut tout justifier. Là, la DSN, elle apporte nativement la traçabilité des éléments, puisque c'est ce qui est utilisé en paie, qui va être véhiculé de bout en bout et qui va servir à l'ensemble des procédures. Donc c'est quand même un changement important sur cette sécurisation de la gestion juridique pour les entreprises par rapport à la matière paie qu'il ne faut pas négliger. Alors, comment doivent se préparer les éditeurs? Donc, on a vu les entreprises, elles doivent pouvoir faire un certain nombre de diagnostics. Bon, il faut d'abord que les éditeurs les aident sur ces diagnostics, de façon à accélérer ensuite la prise en compte en ayant mis en paie les éléments nécessaires pour éviter que les premières DSN soient trop compliquées à gérer. Bon. Ensuite, il faut que les éditeurs, ils aident vraiment aussi à comprendre ce qui change avec la DSN. C'est-à-dire que dans le système antérieur, en fait, on juxtaposait des éléments. Ce qui fait que si, par exemple, on se trompait dans une déclaration indemnité journalière, on pouvait rectifier dans la déclaration indemnité journalière, éventuellement, il y a 3 mois de ça, on s'était trompé, on le voit juste au moment de la déclaration, on le rectifie juste là, et puis si ça n'a pas d'impact en paie, si finalement c'était une ventilation d'une prime qui n'était pas bonne, c'est pas grave de ne pas le rectifier en paie. Avec la DSN, comme la source c'est la paie, il faut vraiment cette pédagogie ensemble pour bien comprendre qu'on ne rectifie pas une DSN. Ce qu'on rectifie, c'est la paie, comme on fait à ce jour. En fait, on rectifie dans la paie du mois suivant. Mais cette idée de dire je ne peux pas changer quelque chose quand je me suis trompé à la saisie d'un élément qui date d'il y a quelques mois,
eh ben, il faut que ça chemine, ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut que les outils soient aussi là pour signaler des cas d'écart qui sont trop importants pour pouvoir normalement être admis. Par exemple, quand on saisit aujourd'hui un contrat de travail, si on saisit un contrat de travail avec une date de début en 2000, on doit se dire c'est bizarre. Commencer à travailler en 2000, ça fait 14 ans, il y a peut-être une erreur de saisie. Donc pouvoir mieux anticiper ces éléments. Donc les éditeurs, ils doivent vraiment travailler à cet aspect dans leur interface de saisie sur comment sécuriser au mieux la qualité des données derrière en aidant le gestionnaire à avoir des données de qualité en les contrôlant suffisamment. Parce qu'au niveau du message DSN, nous, on ne peut contrôler qu'au mois le mois. Donc les éléments de cohérence intermois, c'est forcément apporté au niveau du logiciel de paie. Premier point. Deuxième point, il faut bien comprendre la logique de la déclaration DSN, qui en fait n'est qu'une déclaration mensuelle fondamentalement. À terme, on espère d'ailleurs qu'on pourra se contenter du message mensuel. C'est ça qui porte les éléments de référence. Il peut y avoir en cours de mois des signalements si c'est nécessaire au maintien du droit des salariés. Par exemple, si une saisie d'une absence maladie est faite sur la paie du mois courant, eh bien, il faut signaler quand on va saisir dans la paie qu'on saisit cet élément puisque ça va avoir un impact en baisse de salaire du salarié et que c'est important qu'à ce moment-là, il puisse toucher ses IJ rapidement. Si par contre, on pratique la subrogation, ou si, comme la plupart des entreprises, en fait, on ne saisit les conséquences d'une absence maladie d'un mois M que dans le mois suivant. Ce n'est pas la peine de faire le signalement en cours de mois. Il suffit d'envoyer ces éléments avec la DSN mensuelle. Pareil, sur les soldes de tout compte, quand il y a une fin de contrat de travail, pour faire un fin de contrat de travail, il faut que le solde de tout compte ait tourné et qu'il soit verrouillé, qu'on ait fermé le solde de tout compte, qu'on n'y revienne pas derrière au moment de la paie, puisque c'est ça qui aura déclenché les éléments de signalement. Vous voyez, ces sujets de cinématique sont importants et il faut situer les choses en bonne intelligence avec les pratiques des entreprises. Il ne faut pas faire un macro-système de flux qui fasse des flux dans tous les sens, parce que ça ne simplifiera pas. Ce qu'il faut vraiment, c'est faire les choses comme il faut, au moment où il faut, mais ni plus ni moins. Donc ça, c'est tout un travail pour les éditeurs que de bien situer ça dans leurs produits. C'est vrai que dans les systèmes antérieurs de déclaration étaient beaucoup des systèmes un peu techniques, quoi, où finalement le métier n'était pas concerné. Là, il faut un vrai dialogue avec le métier, voir les pratiques, et que l'usage des logiciels soit possible en fonction des différents cas de figure. Donc c'est tout un travail d'analyse, et puis bien sûr ensuite d'accompagnement au démarrage. Donc ensuite sur l'accompagnement au démarrage, un éditeur qui a un produit très packagé, très industrialisé, comme c'est le cas d'un certain nombre de logiciels qui servent les entreprises de taille moyenne, au-dessus de 150, etc. Il faut qu'il prévoie les termes de la formation qui vont bien pour les entreprises qui sont équipées avec son produit, et puis le paramétrage le plus simple possible. Et on sait que c'est le cas de certains. Là, pour une entreprise qui démarre d'une taille de 150 personnes à peu près, qui a un logiciel packagé, avec un jour de formation et un jour de paramétrage, la DSN, c'est parti. Donc, plus l'éditeur aura bien appréhendé en amont ces logiques, plus il accompagnera au plus près ces entreprises pour leur faire simple la DSN, parce que le but c'est de simplifier, mieux ça se passera. Oui, un petit complément aussi vis-à-vis des éditeurs. Et c'est un point qui va se faire ça plus dans le long terme, mais c'est important de l'avoir en tête dès maintenant. C'est que finalement, depuis à peu près 15 années, on a assisté à une dénormalisation de la paie. C'est-à-dire que chacun faisait un peu comme il pouvait dans son coin. Chaque concepteur, chaque éditeur avait sa vision de la manière dont la paie était structurée, donc avait son modèle de données en quelque sorte qui lui était particulier. Et puis après, à l'intérieur de chaque entreprise, certains bricolaient un peu autour de cette façon de faire. Avec la DSN, il faut qu'on arrive à reconstruire ensemble, entreprises, éditeurs, système DSN, un vrai référentiel des données de paie qui sera le pivot entre l'émission de la paie et l'exercice des droits des salariés. Donc il y a un référentiel de données sociales qui est en cours de construction sur la base du modèle de données de la DSN. C'est important que les éditeurs se l'approprient et l'instancient le plus possible dans leurs produits. Ça simplifiera d'autant plus les liens et la traçabilité, la sécurisation que j'évoquais. Alors, le calendrier de mise en place de la DSN respecte les orientations du législateur qui sont de faire progressif, comme je le disais. Donc la loi dit, première étape, janvier 2013, au volontariat, dernière étape, janvier 2016, obligatoire. En janvier 2013, seulement quelques déclarations sont remplacées. Il y a notamment la déclaration des indemnités journalières, la déclaration
de fin de contrat de travail, donc les AED pour Pôle emploi. Et puis, nous avons ajouté, en lien avec le ministère, donc la DMMO, la déclaration des mouvements de main-d'œuvre, ou le MMO pour les plus petites entreprises, et les formalités de radiation pour les organismes complémentaires gérant des contrats collectifs de santé et prévoyance. Donc ça, c'est un point quand même qui n'est pas neutre, parce qu'à ce jour, c'est beaucoup de paperasserie sur ces sujets-là. Donc ça, c'est la phase 1 de la DSN que nous avons ouverte en production en avril 2013. Cette phase 1, elle exclut un certain nombre de catégories de salariés ou d'entreprises. Par exemple, dans la phase 1, on ne sait pas traiter des entreprises qui relèvent du secteur public si leur codification n'est pas un SIRET du privé, par exemple. On ne sait pas non plus gérer certaines catégories de salariés comme les expatriés ou les dockers, etc. Donc ça, c'est le périmètre de démarrage. Donc une entreprise qui veut démarrer en phase 1, il faut d'abord qu'elle s'assure qu'elle est cohérente par rapport à ces critères. Bon, après, si elle a quelques catégories exclues, elle peut quand même démarrer la DSN, simplement pour ces catégories, elle continue avec les anciennes procédures. Ensuite, nous avons ajouté une phase intermédiaire par rapport à ce que souhaitait le législateur. Ceci pour faciliter en fait la progressivité de la DSN. Cette phase intermédiaire, elle intervient fin 2014, donc en production début 2015, du fait de la nécessité de commencer à un début d'année. C'est une phase qui ajoute la DUC-URSSAF, donc tout ce qui est cotisation du régime général et de Pôle emploi qui sont versées auprès des URSSAF. Cette phase-là, elle va en quelque sorte compléter la première phase en ajoutant les éléments nécessaires à ce recouvrement. Et puis, elle va aussi prendre en compte certaines exclusions de la phase 1. Notamment, on ouvre la possibilité pour les SIRET publics de déclarer dans la DSN. Et puis, on ouvre aux expatriés, par exemple. Mais il reste des exclusions. Et enfin, la phase de généralisation, donc, qui intervient en janvier 2016, couvrira l'ensemble des déclarations sociales destinées aux organismes de protection sociale, hein, donc tout ce qui est DUX, y compris les DUX nominatifs, c'est-à-dire les DUX à ce jour qui sont faites souvent sous format papier, hein, envers les complémentaires, contrats collectifs, etc. Là, ça sera couvert avec la DSN. Également, certaines procédures très spécifiques, comme les caisses des congés payés du bâtiment ou des VRP, etc. Et puis, surtout, la DATSU, donc la déclaration annuelle des données sociales, dont les éléments à collecter commenceront en janvier 2016, de façon à ce que la DATSU de 2007 ne soit plus à produire. Mais celle de 2016 le sera tout de même, puisqu'elle est sur les revenus de 2015. Alors, chaque phase est extrêmement importante, parce qu'elle permet, en fait, d'installer les éléments au fur et à mesure et de ne pas tout faire d'un coup. La phase 1, elle va permettre de réconcilier la paie et les déclarations sociales, ce que j'évoquais sur les nécessités de mieux rapprocher les données au moment de la gestion de la paie. Elle va permettre d'installer ça sans stress, parce que finalement, dans la phase 1, on a les échéances du 5 ou du 15, mais une entreprise qui transmet le 6, le 7, on ne lui dit rien. C'est quand même un plus par rapport au système actuel vis-à-vis des délais ensuite de paiement des IJ, par exemple. Donc on ne va pas intervenir. Par contre, en phase 2, quand on aura la DUC-URSSAF, si ce n'est pas à temps, pénalité. Donc il y a tout intérêt à s'être rodé sans stress avant d'arriver avec les couperets des dates. Et puis la phase 3, si en janvier 2016 on a attendu, il va falloir en même temps résoudre les problèmes sur les salaires 2015 et traiter de comment on va transmettre à partir de 2016. Donc ça va faire une barque un peu chargée. Donc il est très très important d'anticiper et c'est pour ça qu'on invite vraiment les entreprises le plus possible à situer ce projet DSN dès maintenant, dès lors que leur logiciel bien sûr prévoit de l'apporter. Alors un complément également, il y aura une 4e phase de la DSN qui n'était pas à l'origine dans la loi, mais à l'analyse avec un ensemble d'administrations, on s'est rendu compte que finalement, il y avait d'autres déclarations qui se basaient sur les données de paie. Mettre ça dans le calendrier de 2016, ça aurait pu être un peu risqué compte tenu de tout ce qu'il y a à faire déjà pour parvenir aux éléments portés par la loi. Mais dès qu'on aura généralisé la DSN, ça fait partie d'un complément qu'on livrera qui permettra aussi de lever d'autres déclarations, comme par exemple la DOTH, la déclaration pour les travailleurs handicapés, qui est assez lourde dans les entreprises à opérer à ce jour, et tout un ensemble de petites déclarations qui sont demandées pour des aides particulières sur certains contrats, sur certaines zones, etc., puisqu'on aura les informations dans la DSN. Ça, c'est un projet donc, complémentaire qui interviendra une fois la DSN généralisée, et plus la DSN montera vite en charge, plus ça permettra d'aller vite sur ces compléments derrière, parce qu'il y aura la conviction de tous que la DSN permet d'aller dans ce sens-là.
Alors, comment peut-on aider les entrepreneurs à mettre en place la DSN dans leur entreprise? Donc, d'abord, il faut faire une phase de diagnostic. Ça, c'est important. Donc, faire un point sur la qualité des données actuelles en paix, sur la qualité des données par rapport aux déclarations. Ensuite, il faut regarder s'il y a des exclusions par rapport aux salariés qui sont dans l'entreprise. Est-ce que, par exemple, on emploie un acteur de type docker? Dans ce cas-là, pour cet acteur-là, les formalités ne seront pas tout de suite remplacées, mais ça ne fait pas obstacle à rentrer dans la DSN. Mais il faut le savoir parce qu'il faut maintenir les autres procédures. Ensuite, il faut également faire le point sur la qualité du SIRET de l'entreprise. Est-ce que son SIRET marche bien, ou si elle a plusieurs SIRET, est-ce qu'ils marchent tous bien en DUX? Parce que pour la DSN, il faut que le SIRET soit bien évidemment admis, il concerne tout le monde. Il faut aussi faire le point sur la qualité d'identification des salariés. Parce que plus on aura en amont exploité le retour du bilan d'identification des salariés qui existe déjà chaque année sur la déclaration annuelle de données sociales, mais que beaucoup d'entreprises ne regardent pas parce qu'elles se disent de toute façon je vois ça dans un an, là il faudrait mieux le regarder pour se dire voilà, je mets au propre les éléments le plus possible. Ça c'est la phase de diagnostic. Ensuite il y a une phase de mise au point, c'est-à-dire comment je vais traiter de la DSN dans mon entreprise. Est-ce que je fais les traitements au fil de l'eau quand un événement maladie arrive, ou est-ce que de toute façon je subroge, donc j'attends et je transmettrai avec la DSN de fin de mois? Est-ce que je décale la saisie de l'événement en paix de façon à rester aussi sur une logique fin de mois? Comment est-ce que je procède sur les fins de contrat? Est-ce que j'ai beaucoup de contrats courts? Si j'ai des contrats courts, est-ce qu'à ce jour je fais des soldes de tout compte en cours de mois ou pas? Est-ce que je fais d'un côté l'AED, puis après, éventuellement, je fais mon solde de tout compte en fin de mois, puis je dois faire des rapprochements entre les deux? Il faut vraiment mettre au point donc, la meilleure organisation, sans s'augmenter le champ des contraintes. On est là pour simplifier, on n'est pas là pour aggraver les charges dans les entreprises. Donc, si les fins de contrat de travail sont émises au moment des soldes de tout compte et que les soldes de tout compte sont sur certaines catégories remises en fin de mois, parce que de toute façon, la personne ne va pas tout de suite à Pôle emploi, il n'y a pas de raison qu'avec la DSN, les pratiques changent fondamentalement. Mais il faut être attentif à ce que le droit des salariés soit bien sûr tout à fait respecté. Ensuite, bien évidemment, il faut se donner des jalons quand même. Il faut se dire, bon ben voilà, quelle date je vais démarrer la DSN? La première DSN émise, c'est quand même un indicateur en fait de la fluidité de la suite. Donc il faut se donner une date et puis avoir avec son éditeur une observation de cette première DSN de façon à ce que celle des mois suivants puisse se passer le plus sereinement possible. Donc ça c'est la phase de préparation. Après, si on est sur une plus grande entreprise, bien évidemment, il va falloir constituer un groupe projet. Il va falloir pouvoir réfléchir ensemble à qui fera quoi demain avec la DSN. Et puis, le temps qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est aussi un point important dans le changement de la DSN, c'est de bien penser le projet comme étant un projet fait pour redonner de la respiration aux entreprises, donc pour faire quelque chose qu'elles n'avaient pas forcément le temps de faire. On a le cas, par exemple, avec une très grande entreprise qui a démarré, qui a très vite formé les gestionnaires de paie qui gagnaient du temps avec la DSN à pouvoir faire du recrutement d'apprentis. Le lien avec les écoles, c'est assez chronophage. On sait qu'on n'a pas assez d'apprentis en France, mais c'est très très chronophage à faire dans une entreprise. Il y a pas mal de formalités, etc. Et donc, grâce à la DSN et au temps gagné, ils vont renforcer le recrutement des personnes en formation en alternance, ce qui a un bénéfice et pour l'entreprise et pour l'ensemble de la collectivité. Donc et ça, les gestionnaires concernés nous disent c'est quand même plus enthousiasmant de faire ça que de faire de la paperasserie administrative. Donc il faut voir quelle est cette respiration avec la DSN et ce qu'on va en faire. C'est un point important aussi pour pas faire que les gens se sentent en fait finalement on va m'enlever mon boulot. C'est pas ça le but. Le but c'est de faire mieux avec les mêmes moyens et de faire plus efficace sur la gestion des ressources humaines. En fait, certains disent qu'avec la DSN, on va pouvoir faire le H des RH, alors qu'à ce jour, on était souvent dans la paperasserie.